Tout commence ainsi, une femme noire âgée devient la cible de deux policiers corrompus qui la prennent pour une proie facile. Ils lui volent toutes ses économies, persuadés que personne ne leur fera obstacle. Mais c'était sans compter sur son fils. Ce n'est pas seulement un soldat, c'est un fantôme venu d'un monde où les hommes comme eux ne survivent pas. Ce qui commence comme un vol se transforme rapidement en une guerre impitoyable contre la corruption. Tandis que Jason découvre une conspiration qui va bien au-delà de deux flics corrompus, les prédateurs apprennent rapidement ce que signifie être traqué. Croyez-moi, vous ne verrez pas la fin venir. Restez avec nous, laissez un commentaire ci-dessous et dites-nous à quelle heure vous regardez la série et d'où vous la regardez. Nous serions ravis d'avoir de vos nouvelles. L'air matinal était chargé du parfum de la rosée et des fleurs printanières fanées. Evelyn Turner sortit de la caisse populaire, serrant son sac à main contre sa poitrine, la bandoulière lui enfonçant sa fine épaule. À l'intérieur se trouvaient $18 000 chaque centime qu'elle avait économisé au cours des 12 dernières années. Elle avait travaillé en double journée comme infirmière, même après sa retraite, acceptant des emplois à domicile pour des patients dont personne ne voulait. Elle n'avait jamais demandé d'aide. Jamais. Ni à ses voisins, ni à l'État, et encore moins à son fils Jason. Mais le cancer se fichait de sa fierté ni des années passées à s'occuper des autres. Les médecins avaient dit que la chirurgie était sa meilleure chance. Cet argent n'était pas que du papier, c'était son dernier espoir, sa chance de vivre, de rester dans la maison où elle avait élevé Jason, de se promener dans son jardin un été de pluie, d'entendre les oiseaux chanter à l'aube sans se soucier de voir un autre lever de soleil. Evelyn traversa le parking avec précaution, les yeux baissés, pour ne pas attirer l'attention. Mais les rues de Fairview Heights n'étaient plus ce qu'elles étaient. Le quartier avait changé. Les visages avaient changé. La loi aussi. Elle le sentit avant de les voir, le grondement sourd d'une voiture de police qui ralentissait à côté d'elle. La voiture noire et blanche s'arrêta au bord du trottoir. Ses vitres étaient si teintées qu'elle ne put distinguer qui était à l'intérieur avant que la portière ne grince. « Bonjour, madame », cria une voix. Evelyn se retourna, les muscles de son dos se raidissant. Deux agents en sortirent, Brent Malaloy, grand et large, le ventre serré contre les boutons de sa chemise d'uniforme. Son badge brillait dans la lumière matinale, mais son regard était froid, perçant et calculateur. Derrière lui, Drew Kesley, plus jeune, plus mince, s'efforçait de paraître plus dur. Sa main reposait nonchalamment près de sa ceinture, trop près de son arme dans son étui pour être confortable. « On nous a signalé des faits », dit Malaloy d'une voix onctueuse. « Activité suspecte à la banque. Retrait important d'espèces. » Le cœur d'Evelyn fit un bond. Elle serra plus fort son sac à main. « C'est mon argent. C'est juste que... » Malaloy leva la main pour l'interrompre. « On peut jeter un coup d'œil, madame ? C'est la routine. » Elle secoua la tête et recula. « Non, monsieur. Vous n'avez pas de mandat. C'est mon argent pour mes frais médicaux. » « Des frais médicaux, hein, ricana Malaloy. Beaucoup de gens disent ça. C'est drôle comme ça implique toujours du liquide. Pas de reçu, pas de preuve. » Kesley s'agita nerveusement, son regard parcourant la rue. Il n'y avait aucun autre piéton, aucun témoin. Evelyn connaissait ce regard, elle l'avait vu dans les yeux des jeunes internes à l'hôpital lorsqu'ils pressentaient un problème imminent, mais qu'ils avaient trop peur pour parler. « J'ai des papiers », insista Evelyn. « Je peux vous les montrer chez moi. » Le regard de Malaloy se durcit. « On ne peut pas prendre ce risque, madame. Il pourrait s'agir d'argent issu de la drogue ou d'une fraude. Je vais devoir confisquer l'argent en attendant les résultats de l'enquête. » Avant qu'elle puisse protester, Malaloy tendit la main et lui arracha son sac. La force de la force la fit presque tournoyer. Elle trébucha et se raccrocha au trottoir. Une douleur lancinante lui traversa la hanche. « Non, Alta-TL. C'est tout ce que j'ai. S'il vous plaît. » Kesley détourna le regard, la mâchoire serrée. Malaloy, imperturbable, ouvrit le sac et en sortit l'enveloppe remplie de billets. Il les déploya comme s'il exhibait un prix. « Ça me semble être une preuve, » dit-il, un sourire cruel illuminant son visage. « Confiscation civile de biens. On les gardera jusqu'à ce que vous prouviez qu'ils sont propres. »« Je peux le prouver, » s'écria Evelyn, les larmes aux yeux. « J'ai mon dossier médical, mes relevés bancaires. » Malaloy fourra l'argent dans un sac en plastique qu'il sortit de sa voiture. « Dites-le au juge, madame.
Vous pouvez porter plainte si vous voulez. Bonne chance. Kesley la regarda et, l'espace d'une seconde, Evelyn crut qu'il allait dire quelque chose. Mais il lui tourna le dos et se retira vers la voiture. Considérez ceci comme un avertissement, dit Malaloy en se penchant vers lui. La prochaine fois que vous déplacez ce genre d'argent, assurez-vous qu'il ne soit pas sale. Et n'envisagez surtout pas d'appeler qui que ce soit, surtout pas votre fils. Son sang se glaça. Comment savait-il pour Jason? Elle n'en parlait jamais. Elle ne disait jamais à personne ce que Jason faisait vraiment dans la vie. Au dire des voisins, il n'était qu'un consultant, toujours en déplacement. Le sourire narquois de Malaloy s'accentua, comme s'il pouvait lire dans ses pensées. Ne vous attirez pas d'ennui, madame. La voiture de patrouille s'éloigna, laissant Evelyn seule sur le trottoir. Le sac qu'elle tenait dans les mains lui parut soudain léger ou une coquille vide. 18 000 $. Parti. Son espoir s'évanouit. Ses genoux fléchirent et elle s'affaissa sur le trottoir, la tête entre les mains. Le béton froid pressa ses paumes, l'enracinant dans une réalité trop cruelle pour être acceptée. Les gens passaient, faisant semblant de ne rien voir, comme ils avaient fait semblant de ne rien voir lorsque Madame Johnson, au bout de la rue, avait perdu sa maison l'année dernière, ou lorsque le vieux monsieur Patterson avait été arrêté pour résistance après avoir refusé de vendre sa maison. Evelyn s'était dit que cela ne lui arriverait pas. Elle avait respecté toutes les règles, payé toutes les factures, économisé chaque centime. Et pourtant, elle était là. Elle resta longtemps assise là, le soleil matinal montant plus haut, les ombres rétrécissant. Son souffle tremblait à chaque inspiration. La douleur dans sa poitrine n'était pas seulement due au cancer. C'était le poids de l'impuissance et de l'injustice. Ses doigts tremblaient lorsqu'elle sortit son téléphone. Elle fixa l'écran un long moment. Le contact nommé JT la fixa du regard. Elle s'était promis de ne jamais l'appeler, sauf en cas de vie ou de mort. Son travail était déjà suffisamment dangereux. Elle ne voulait pas le distraire ni l'entraîner dans ses soucis. Mais ce n'était plus un simple fardeau. Elle composa le numéro. Le téléphone sonna une fois, puis deux. Maman. La voix de Jason était claire, posée, mais teintée de surprise. Tout va bien? Le son de sa voix était presque insupportable. Des larmes coulèrent sur ses joues. Jason, ils ont tout pris. La police, ils ont dit que je ne pouvais pas avoir autant d'argent. Ils l'ont juste pris. Un long silence suivi d'un silence de mort au bout du fil. Quand Jason parla enfin, sa voix était différente, basse, maîtrisée, menaçante. Qui l'a pris, maman? Qui? 2 agents. Malaloy et Kesley. Ils ont dit que c'était une preuve. Un autre silence. Evelyn pouvait presque entendre les rouages tourner dans l'esprit de son fils, cette manière calculatrice et méthodique qu'il avait depuis son enfance. Je rentre à la maison. Jason, non, tu n'es pas obligé. Mais il avait déjà raccroché. Elle baissa le téléphone, le souffle coupé. Elle avait cru que l'appeler la rassurerait. Au lieu de cela, l'air devint plus lourd, le monde plus silencieux, comme si une tempête se préparait à l'horizon. Et au fond d'elle, elle le savait. Dès que Jason prononça ces mots, il n'y eut plus de retour en arrière. Le prédateur qu'ils avaient lâché n'était pas celui auquel ils s'attendaient. La route s'étendait devant lui, sombre et interminable, éclairée seulement par les phares qui fendent la nuit. Jason Turner serrait fermement le volant, ses jointures pâles sur le cuir noir. Le vrombissement des pneus sur l'asphalte était le seul bruit à l'intérieur du SUV. Dehors, le monde était silencieux. Trop silencieux. Il avait conduit toute la nuit sans s'arrêter. Pas de musique, pas d'information, juste le pouls régulier du moteur et la tempête qui montait dans son esprit. Ils avaient volé le numéro de sa mère. Ils l'avaient volé, humilié, menacé, mais ils l'avaient fait en se cachant derrière des badges, prétendant que c'était la loi. Les yeux de Jason brûlaient d'épuisement, mais il ne s'arrêterait pas. Pas avant d'avoir atteint Fairview Heights. Pas avant de l'avoir vu. La dernière fois qu'il était revenu à la maison, c'était il y a 2 ans, pour une brève visite entre 2 missions. Il n'avait pas dit à sa mère ce qu'il faisait réellement pour le gouvernement. Elle n'avait pas besoin de le savoir. Pour elle, il n'était qu'un consultant, un voyageur de plus travaillant pour la sécurité d'entreprises à l'étranger. Mais Jason n'avait jamais travaillé dans un bureau. Ces 15 dernières années, il avait consacré sa vie à traquer les criminels de guerre,
les trafiquants de drogue et les agents de renseignement véreux. Son unité n'existait dans aucun registre officiel. Il n'y avait ni uniforme, ni grade, juste des opérations secrètes et des missions où les règles habituelles ne s'appliquaient tout simplement pas. Il avait déjà franchi les limites, fait des choses dont il ne parlerait jamais. Mais il ne s'agissait pas d'un cartel ou d'une cellule terroriste. C'était sa ville natale, sa mère, son propre pays et cela rendait l'affaire profondément personnelle. Le GPS sonna doucement, signalant sa sortie, mais il l'ignora. Il connaissait ses routes par cœur. Les rues étroites, les vieux arbres bordant les trottoirs, les commerces de proximité et les terrains vagues où se dressaient autrefois les maisons, tout cela racontait l'histoire d'un quartier en pleine mutation. Des prédateurs en costume et uniforme avaient décidé que Fairview Heights était à prendre. En tournant sur ses Darlan, les maisons lui devinrent familières, petites maisons modestes, certaines fraîchement repeintes, d'autres condamnées, attendant des acheteurs qui ne vinrent jamais. Jason s'engagea dans l'allée de sa mère et coupa le moteur. Un instant, il resta assis là, à fixer la lumière du Porsche qu'elle laissait toujours allumée pour lui. Peu importe l'heure à laquelle il rentrait, enfant, cette lumière était une constante, un phare et la promesse qu'il n'était jamais vraiment seul. En sortant dans la fraîcheur de la nuit, le gravier crissait sous ses bottes. La maison était telle qu'il s'en souvenait. Les parterres de fleurs étaient fraîchement désherbés, les rideaux tirés. Pourtant, une tension inquiétante flottait dans l'air, un poids pesant sur la propriété, comme si la maison elle-même savait qu'un événement terrible s'était produit. Avant même qu'il puisse frapper, la porte d'entrée s'ouvrit. Evelyn se tenait là, enveloppée dans un châle, le visage pâle et les yeux rougis par les larmes. Mais en le voyant, elle se redressa. Elle avait toujours été fière et forte. Même maintenant, elle essayait de cacher sa douleur. Jason traversa le porche et la serra contre lui. Il sentait combien elle était devenue mince et fragile, mais son cœur restait ferme, toujours en lutte. « Je t'avais dit de ne pas venir », murmura-t-elle contre sa poitrine. « Et tu savais que je le ferais de toute façon », répondit-il en se reculant pour observer son visage. « Dis-moi tout. Commence par le début. » Ils s'assirent à la table de la cuisine, celle-là même où elle avait autrefois disposé ses repas d'école et où, des années auparavant, elle lui avait annoncé que son père ne rentrerait pas de l'accident de l'usine. Evelyn raconta toute la rencontre, la banque, le retrait, les deux agents, Malloy et Kesley. Comment il lui avait pris son argent, s'était moqué d'elle et l'avait mise en garde contre toute résistance. Jason écoutait sans interrompre, l'air indéchiffrable, mais son esprit s'emballait, calculant et évaluant. Malloy. Kesley. Il mémorisait leurs noms. Il apprendrait bientôt tout sur eux. Quand elle eut fini, elle tendit la main par-dessus la table et la lui serra. Jason, ne fais rien d'imprudent. Ils veulent effrayer les gens. Ils veulent que tu te défendes pour pouvoir t'enfermer, ou pire. Il lui serra doucement la main. Maman, je ne suis plus le garçon que tu grondais parce qu'il se battait à l'école. Je sais comment gérer ça. Mais ici, c'est eux qui font la loi, dit-elle d'une voix tremblante. Non, répondit Jason fermement. Ce sont des criminels avec des badges, et j'ai déjà eu affaire à des hommes comme eux. Elle le regarda un long moment, scrutant son visage. Promets-moi de rester en sécurité. Je ferai le nécessaire, répondit-il. Ce n'était pas vraiment une promesse, mais c'était tout ce qu'il pouvait donner. Elle soupira et se leva, se dirigeant vers le placard. De là, elle en tira un dossier usé et le fit glisser sur la table. À l'intérieur se trouvaient les documents qu'elle avait préparés pour son opération au relevé bancaire, relevé d'emploi, facture médicale, preuve de la provenance de l'argent. Ils ont dit que tout ça n'avait aucune importance, murmura-t-elle. Ils ont dit que les tribunaux mettraient des années à régler l'affaire. Ils comptent sur moi pour ne pas me défendre. Jason hocha la tête d'un air sombre. C'est ça l'arnaque. La confiscation civile des biens. Ils volent ceux qui n'ont pas les moyens de se battre, les personnes âgées, les minorités, tous ceux qui n'ont pas les moyens de payer un avocat. Le temps de prouver que c'est votre argent, il a déjà disparu. Les larmes lui montèrent aux yeux. Que pouvons-nous faire? On n'a pas recours aux tribunaux. On ne remplit pas de papier. C'est leur jeu, leurs règles. Il se leva et rassembla les documents. On les oblige à répondre selon mes conditions. Elle commença à protester, mais il la fit taire d'un regard le même qu'avant sa première mission. Ce regard qui disait, ce combat est le mien maintenant. Jason sortit dans la nuit, sortant son téléphone de sa poche.
Il composa un numéro sécurisé. Une voix répondit après une sonnerie. Turner. J'ai besoin d'une analyse d'antécédents. Deux noms, Brent Malloy et Drew Kesley, police de Fairview Heights. Il y eut un silence. Retourne aux États-Unis pour l'instant. Je t'apporte tout. Délai, 6 heures. Je m'en occupe. Jason raccrocha et rangea son téléphone. Il se dirigea vers son SUV, ouvrit le compartiment arrière et souleva le faux plancher. En dessous se trouvait un simple sac de sport noir. À l'intérieur se trouvait tout ce dont il pouvait avoir besoin. Pas d'armes, pas encore. Des outils, du matériel de surveillance, des intercepteurs de signaux, des micros portatifs. Des choses qui ne déclencheraient pas d'alarme ni n'attireraient l'attention, mais qui pourraient détruire des vies de l'intérieur. Jason Turner n'allait pas enfoncer les portes, du moins, pas encore. Il commencerait par observer, apprendre et trouver les failles. Et lorsqu'il frapperait, ce serait précis et dévastateur. Lorsque Malloy et Kesley comprendraient ce qui se passait, il serait déjà trop tard. Alors qu'il fermait le compartiment et observait le quartier endormi, Jason sourit. Mais ce n'était pas un sourire chaleureux. Il était froid. Concentré. Ils avaient choisi la mauvaise proie. La chasse avait commencé. Le soleil commençait à peine à se lever, projetant une douce lueur orangée sur Fairview Heights. Mais Jason n'admirait pas la vue. Il était éveillé depuis des heures. Son corps était dans sa ville natale, mais son esprit était de retour sur le terrain méthodique, précis, calculant chaque variable. Il était assis seul dans son SUV, garé à 2 pâtés de maison du commissariat de police de Fairview Heights. De loin, le bâtiment paraissait inoffensif, une façade en briques, un drapeau américain flottant doucement dans la brise matinale. Mais Jason savait qu'il n'y avait rien de tel. Il en avait vu assez pour comprendre que le mal ne se cachait pas toujours dans l'ombre. Parfois, il portait un signe. Parfois, il portait le drapeau. Il sirota un café noir dans un gobelet en carton et tapota le bord de son téléphone. Son contact était arrivé. Les fichiers de Malloy et Kesley attendaient dans un dossier crypté. Il avait passé les 3 dernières heures à lire chaque ligne. Brent Malloy, 44 ans, a rejoint la police à 21 ans. 3 distinctions lui ont été décernées au début de sa carrière. Sur le papier, il ressemblait à un policier modèle, mais Jason savait combien il était facile de garder un dossier impeccable lorsque tout le service fermait les yeux. Les affaires internes avaient ouvert 2 enquêtes sur Malloy. À chaque fois, des plaintes émanaient de résidents noirs âgés l'accusant de harcèlement, de menaces et de saisies illégales. Les 2 affaires ont été classées sans suite pour insuffisance de preuves. Les témoins étaient revenus sur leurs déclarations, comme on pouvait s'y attendre. Drew Kesley, 33 ans, était moins expérimenté et n'avait jamais reçu de réprimandes officielles. Mais la source de Jason avait décelé une tendance. Kesley a toujours travaillé sous les ordres de Malloy. Chaque plainte impliquant Malloy mentionnait Kesley comme témoin ou agent intervenant. Jason n'avait pas besoin d'une preuve irréfutable pour comprendre ce que cela signifiait. Kesley était un suiveur, un lâche dangereux à sa manière, mais pas le cerveau. En parcourant les pages, Jason a trouvé des registres fonciers, des avis de saisie et des rapports de confiscation civile de biens. Une tendance inquiétante est apparue. Au cours des 3 dernières années, plus d'une douzaine de maisons du quartier d'Evelyn avaient été saisies ou vendues de force. Toutes ces maisons appartenaient à des propriétaires noirs âgés, tous assistés par les agents Malloy ou Kesley. Jason s'adossa au siège, oubliant son café. Ce n'était pas de la petite corruption. Il ne s'agissait même pas de l'argent volé à sa mère. C'était un système, une police prédatrice. Recourant à la confiscation des biens pour saisir de l'argent, poussant les propriétaires à s'endetter ou à se faire arrêter, puis forçant les ventes à des promoteurs ou à des sociétés écrans. Mais ce n'était pas un hasard. Une seule entité apparaissait sans cesse dans les ventes immobilières, Eastview Capital Partners. En apparence, un simple groupe d'investissement immobilier parmi tant d'autres. Mais Jason en reconnaissait les signes, comptes offshore, acheteurs fictifs, reventes immobilières rapides. Une prédation financière classique. Et maintenant, elle avait un visage humain, celui de sa mère. Jason vérifia l'heure, 7h12. Le service allait bientôt ouvrir. Il glissa son téléphone dans sa poche, attrapa un petit étui noir sur le siège passager et sortit dans la fraîcheur matinale. Il est temps de faire connaître sa présence.
Il a franchi les portes d'entrée du département de police de Fairview Heights comme s'il y appartenait, calme, contrôlé, prêt. Il n'était pas armé. Il n'en avait pas besoin. Pas encore. Le hall était petit, ses murs beiges étaient tapissés d'affiches défraîchies de la communauté. Une réceptionniste, seule, était assise derrière une vitre en plexiglas, distraite par son téléphone. Elle leva à peine les yeux. « Puis-je vous aider ?» demanda-t-elle. « J'aimerais parler à l'agent Malois, » dit Jason d'une voix ferme et égale. « Et à l'agent Kessler. » La réceptionniste fronça les sourcils. « Vous avez un rendez-vous ?» ?»« Non. » Jason lui adressa un sourire poli mais ferme. « Mais je pense qu'ils voudront me voir. » La femme hésita. « Votre nom ?» Jason Turner. Elle décrocha le téléphone, composa un numéro et murmura dans le combiné. Jason attendait calmement, les mains le long du corps, la posture détendue. Moins d'une minute plus tard, une porte au fond du hall s'ouvrit. Malois en sortit, son uniforme impeccable et le regard perçant. Dès qu'il aperçut Jason, son expression changea non pas de surprise, mais de reconnaissance. Et d'autre chose, la prudence. « Monsieur Turner », dit Malois d'une voix traînante. « Je ne m'attendais pas à vous voir ici si tôt. » Jason s'avança, soutenant le regard de Malois sans sourciller. « Je suis là pour l'argent de ma mère. » Le sourire de Malois n'atteignit pas ses yeux. « Il faudra remplir les papiers nécessaires. Ces choses-là prennent du temps. »« Je ne vais pas remplir de paperasse, » dit Jason fermement. Derrière Malois, Kessler apparut, l'air moins confiant. Son regard allait et venait entre les deux hommes, percevant la tension, mais ne sachant comment intervenir. Malois s'approcha, baissant la voix. « Écoute, Turner, je comprends. Tu es contrarié, mais débarquer à mon poste n'aidera pas ta mère. Si tu veux en discuter, prends un avocat. » Jason pencha légèrement la tête. « Je ne pense pas que tu comprennes. Je ne suis pas là pour négocier. Je suis là pour te faire savoir, je te surveille. » Malois serra les dents. « C'est une menace. » « Non, » répondit Jason d'un ton calme. « C'est une question de courtoisie. » Pendant un bref instant, personne ne bougea. Kessler s'agita, mal à l'aise, tandis que la réceptionniste faisait semblant de ne rien remarquer. Jason sentit Malois l'examiner, essayant de déterminer s'il n'était qu'un fils en colère parmi d'autres ou quelque chose de plus dangereux. Jason gardait une expression calme et maîtrisée. Il voulait que Malois se pose des questions, qu'il se pose des questions. Finalement, Malois recula et fit un geste vers la porte. « Tu dois partir, Turner. Cette conversation est terminée. » Jason sourit. « Pas vraiment. » Il fouilla lentement dans sa veste et en sortit une petite carte de visite. Aucun nom n'y figurait, juste un code QR imprimé à l'encre noire. « Scannez ceci quand vous serez prêt à parler, » dit Jason en posant la carte sur le bureau de la réceptionniste. « Mais je vous conseille de ne pas attendre trop longtemps. » Sans un mot de plus, il se retourna et sortit du bâtiment. De retour dans son SUV, Jason regardait à travers le rétroviseur latéral Malois et Kessler se tenir à la fenêtre, le regardant partir. Il pouvait presque entendre leur conversation une fois partis. Qui est-il vraiment? Que sait-il? Jason tapota son téléphone, activant une application sécurisée. La mallette noire qu'il avait emportée dans la station ne contenait pas d'armes, mais un micro-drone, déjà déployé dans la bouche d'aération du hall, enregistrant silencieusement chaque mot et chaque mouvement. Au moment où Malois et Kessler se rendraient compte qu'ils avaient été compromis, il serait trop tard. Sur le chemin du retour vers le quartier de sa mère, Jason réfléchissait aux prochaines étapes. Il allait rassembler davantage de données, cartographier chaque lien entre les policiers et Eastview Capital. Suivre l'argent, suivre l'influence, trouver les maillons faibles. Il ne s'agissait plus seulement de démasquer Malois et Kessler. Il s'agissait de démanteler tout le réseau qui pensait pouvoir saigner à blanc sa communauté. Et quand le moment viendrait de frapper, il ne reprendrait pas seulement l'argent de sa mère, il brûlerait tout le système pourri. Jason Turner n'a jamais cru aux coïncidences. Chaque rencontre, chaque détail, chaque réaction, tout cela avait une signification. La rencontre au commissariat confirma ce que son instinct lui avait déjà dit, Malois n'était pas seulement un tyran en uniforme. Il était sûr de lui. Trop sûr de lui. Le genre de confiance qui n'est damné d'impunité ou le genre d'homme qui pense pouvoir contrôler toutes les variables. Mais personne ne contrôlait Jason Turner.
Cet après-midi-là, Jason retourna chez sa mère, veillant à ne pas attirer l'attention. Il ne se gara pas devant. Il emprunta l'allée d'un voisin, 3 maisons plus loin, et parcourut le dernier tronçon à pied. Son œil était vif, son ouïe à l'affût du moindre bruit, comme dans les champs. Evelyn l'accueillit à la porte, le soulagement adoucissant son visage. Mais Jason vit l'inquiétude dans son regard. Elle essayait de ne pas lui demander ce qu'il avait fait, de ne pas imaginer ce qu'il pourrait faire ensuite. « Tu avais raison », lui dit-il doucement. Ils n'agissent pas seuls. Il y a une tendance. Des maisons comme la tienne sont prises pour cible. L'argent est volé. Les gens sont expulsés. Elle hocha la tête, les lèvres pincées. Je le savais. Nous le savions tous. Mais personne n'avait la force de lutter. Jason lui prit doucement la main. C'est fini maintenant. Après s'être assuré qu'elle était installée pour la soirée, il entra dans son ancienne chambre, la même où, enfant, il avait l'habitude d'aligner ses soldats en plastique sur le rebord de la fenêtre. Il a maintenant sorti son véritable équipement, son ordinateur portable, son scanner de signaux et de petits appareils noirs soigneusement emballés dans de la mousse. Il ouvrit son ordinateur portable et récupéra les données recueillies par le drone installé dans le commissariat, des fichiers audio capturant Malloy et Kingsley discutant librement après son départ. Il semblait nerveux et se disputait. « Tu crois qu'il est au courant pour Eastview ?» La voix de Kingsley était sèche, anxieuse. Malloy grogna. « Il soupçonne, mais peu importe. Il n'a aucune preuve. S'il insiste trop, on l'enterrera comme les autres. » Jason sourit froidement. L'arrogance était leur point faible. Ils ne savaient pas à qui ils avaient affaire. Il sortit l'outil suivant de sa mallette, un petit dispositif de localisation de la taille d'une clé de voiture. Léger, noirci, à signal passif, sans pile, conçu pour échapper au contrôle de police habituel. Il passerait inaperçu pendant des semaines. À minuit, Jason s'est échappé de la maison. Il portait des vêtements noirs simples, sans armure ni armes. Il n'avait pas prévu de se battre ce soir. Il prévoyait d'observer. Le service de police de Fairview Heights a fermé ses portes au public à 22 heures, mais la voiture de patrouille de Malloy était toujours garée sur le parking à l'arrière. Jason s'approchait en silence, se déplaçant entre les ombres, ses pas posés et silencieux. Aucune caméra n'était braquée sur le parking arrière. Amateur, il croyait que leur insigne les protégeait des menaces. Il ne s'était jamais préparé à affronter un homme comme lui. Il s'accroupit près du pneu arrière de la voiture, les doigts s'agitant rapidement. Le traceur s'enclencha sous le passage de roue. 1 seconde, 2, terminé. Alors qu'il se tenait là, des phares clignotèrent au fond du parking. Une voiture de patrouille arrivait. Jason se fondit dans l'ombre entre 2 bennes à ordures, le souffle régulier, le rythme cardiaque calme. La voiture de patrouille gara son moteur au ralenti un instant avant de se garer. 2 agents en sortirent ni Malloy ni Kingsley de simples bleus finissant une garde tardive. Ils ne remarquèrent rien. Jason a attendu 30 minutes. 40. La patience était une seconde nature pour lui. Finalement, Malloy apparut. Il ne monta pas dans sa voiture. Au lieu de cela, il rencontra un homme que Jason n'avait jamais vu. La cinquantaine avançait, costume de luxe, cheveux argentés. Ils ont parlé brièvement à côté de la voiture. Jason a zoomé avec l'appareil photo de son téléphone, prenant des photos en silence. Lorsque l'homme tendit à Malloy une enveloppe épaisse, Jason sut exactement ce que c'était, de l'argent liquide, un paiement. Il a pris des photos rapides et claires de l'échange, la plaque d'immatriculation, le visage de l'homme, chaque détail. L'homme était lié à Eastview Capital. Jason découvrirait bientôt qui il était. Malloy s'en alla. Jason le laissa partir. Le piège était tendu. Le lendemain matin, Jason a suivi les mouvements de Malloy à l'aide de l'appareil. Patrouille de routine prévisible, réunion de midi dans un bâtiment enregistré auprès d'une société écran d'Eastview. Le soir, Jason en avait assez. Il retourna au commissariat, mais pas par la porte d'entrée cette fois. L'entrée de service arrière était équipée d'une vieille serrure, que Jason crocheta en moins de 15 secondes. À l'intérieur, le couloir était sombre, l'air lourd de café rassis et de sueur. Ce soir, sa cible n'était pas Malloy ou Kingsley, mais leur record. Jason trouva la salle d'épreuve, verrouillée, bien sûr, mais pas pour lui. Il contourna le clavier, se glissa à l'intérieur et parcourut les étagères.
Dossier de confiscation civile, saisie de biens, relevés bancaires, tous tamponnés et signés par Malois. Le nom de Kesley apparaît comme témoin sur presque tous les formulaires. Il a pris des photos des documents, page après page. Preuve du comportement. Preuve qu'il ne respectait pas la loi. Il ciblait les personnes vulnérables et manipulait le système à des fins lucratives. Un dossier lui coupa le souffle. La propriété d'Evelyn Turner a été signalée pour examen de confiscation. Il ne cherchait pas seulement son argent. Il voulait sa maison, son foyer. C'était la dernière ligne. Jason a tout copié sur son disque sécurisé. Puis, avant de partir, il a placé 2 autres micros, un dans le bureau de Malois, un dans la salle de pause du département. Il voulait tout entendre, les plans, les dissimulations, tous les signes qu'il percevait. De retour dehors, la nuit était fraîche, le ciel sans nuages. Il s'arrêta près de son SUV, regardant le bâtiment. Il pensait chasser une proie facile, mais ils avaient réveillé quelque chose qu'il ne pouvait pas contrôler. La phase suivante serait différente. Plus besoin de regarder. Il était temps de faire pression. Jason monta dans le SUV, le moteur ronronnant doucement alors qu'il retournait vers la maison. Son esprit était déjà en mouvement, planifiant chaque étape. Malois et Kesley n'étaient que le début. Les hommes derrière Eastview, ceux qui pensaient pouvoir transformer des quartiers comme celui de sa mère en marge bénéficiaire, étaient les suivants. À la fin de cette période, ils ne perdraient pas seulement leur argent, ils perdraient tout. Les 48 heures suivantes ne furent pas consacrées à la confrontation, mais à la découverte. Jason Turner avait appris depuis longtemps que la force ne venait pas des poings ou de la puissance de feu. Cela vient du fait que vous connaissez votre ennemi mieux qu'il ne se connaît lui-même. C'est ainsi qu'il avait survécu dans des zones de guerre où les règles n'étaient que des suggestions et où la trahison pouvait avoir un visage amical. Il a maintenant appliqué les mêmes principes à Fairview Heights. À l'aube, il s'est garé en face d'un immeuble de bureaux banal de 2 étages. Briques brunes, au vent délavé, pas de nom d'entreprise sur la façade, juste une petite plaque dorée près de la porte, Eastview Holdings, suite 302. Pas Eastview Capital Partners, juste Holdings. Une coquille vide. Le tracker du croiseur de Malois avait conduit Jason ici. À 2 reprises, Malois s'était arrêté dans le bâtiment pendant son service. Pas de journal d'appel, pas de raison officielle, juste des contrôles de patrouille, selon ses registres de répartition. Jason savait ce que cela signifiait. Des réunions. Des réunions tranquilles. Le genre qui n'avait pas sa place sur le papier. Il observait depuis son SUV, à l'aide d'une caméra longue portée montée discrètement dans la calandre avant. Les gens allaient et venaient, des hommes en costume bon marché, 2 femmes qui ressemblaient à des assistantes juridiques, un homme bien habillé aux cheveux argentés. Le même homme que Jason avait photographié en train de glisser de l'argent à Malois sur le parking. La reconnaissance faciale lui avait donné un nom, Charles Whitmore, responsable des acquisitions chez Eastview Capital Partners, ancien avocat spécialisé dans l'immobilier. 3 allégations de fraude dans son passé, toutes réglées à l'amiable. Un homme à l'aise dans le gris où l'argent et l'influence effacent les conséquences. Jason a attendu presque midi avant de passer à l'action. Il a enfilé des vêtements de travail simples, un uniforme de chauffeur-livreur qu'il gardait pour son travail de surveillance. Casquette de baseball basse, lunettes de soleil sur le nez. Personne ne se souvenait du livreur. Il portait un presse-papier, un téléphone et une fine pochette noire cachée sous sa veste. À l'intérieur du bâtiment, le hall sentait les produits chimiques de nettoyage et la vieille moquette. Un agent de sécurité ennuyé leva les yeux de son téléphone mais le remarqua à peine. Jason se dirigea vers les ascenseurs, monta au 3e étage et descendit le couloir. La porte en verre dépoli de la suite 302 était fermée. Un petit panneau indiquait « Sur rendez-vous uniquement ». Pas de caméra dans le couloir. Encore une erreur d'amateur. Jason fit semblant de vérifier l'étiquette d'un paquet, puis s'accroupit près de la base de la porte. De la pochette, il sortit une caméra serpent à fibre optique, fine comme un crayon. Il le glissa sous la fente de la porte et inséra la ligne dans son téléphone. L'application a clignoté et s'est mise à vivre. À l'intérieur, il vit une table de conférence entourée de 5 personnes. Whitmore était assis à la tête. À côté de lui se trouvait un homme que Jason ne reconnaissait pas. La quarantaine, la peau bronzée, un costume élégant, l'allure de quelqu'un habitué à l'autorité. Jason a capturé une image fixe et l'a transmise à une base de données fédérale. Victor Alvarez,
consultant en capital investissement connu pour avoir négocié des rachats agressifs et des saisies immobilières. Et les yeux de Jason se rétrécirent. Alvarez était récemment un entrepreneur pour un programme de la Federal Housing Authority conçu pour réaménager les quartiers mal desservis. Il ne se contentait pas de retourner des maisons. Il transformait des blocs entiers en propriétés d'investissement sous couvert de réaménagement. Expulser les pauvres, acheter à bas prix, vendre à prix élevés. Et la police était leur force. Jason écoutait à travers le micro de la caméra à fibre optique. Le son était faible mais suffisamment clair. 3 autres propriétés ont été signalées ce mois-ci. Whitmore a déclaré, « La maison Turner est notre priorité absolue. Le marché évolue. Nous ne pouvons pas nous permettre de retarder les travaux. » Alvarez a répondu, « Et le soleil ? Il fait des vagues. Il faut le neutraliser. » Le pouls de Jason ralentit alors qu'il se penchait plus près, s'efforçant de saisir chaque mot. Whitmore secoua la tête. Trop risqué. Pas après ce qui s'est passé à Atlanta. On gère ça discrètement. On fait pression sur la mer. On a recours aux tribunaux s'il le faut. Jason sourit froidement. Il pensait être prudent, mais ils avaient déjà dépassé les bornes. Alvarez se pencha en avant. Si Turner insiste trop, nous envisagerons d'autres options. Nous avons des contacts. Le sens était clair, menace, violence, pire. Jason a terminé l'enregistrement et a retiré la caméra à fibre optique. Il s'est glissé dans l'ascenseur, est sorti par la porte et est monté dans son SUV sans se retourner. De retour chez sa mère, il s'enferma dans la chambre. Ordinateur portable ouvert, fichier audio en cours de téléchargement, photo envoyée sur son serveur sécurisé. Il avait ce dont il avait besoin, la preuve que Malloy et Kessler n'étaient pas des policiers voyous. Ils étaient des fantassins dans un plan bien plus vaste. Une conspiration visant à déplacer des familles comme celle de sa mère et d'autres qui n'ont pas pu se défendre. Mais maintenant, il devrait le faire. Jason a examiné les registres du quartier, 13 maisons, toutes saisies ou vendues sous la contrainte au cours des 20 derniers mois. Tous achetés par des sociétés écran d'Eastview. La plupart des propriétaires d'origine avaient quitté la ville ou avaient cessé de s'exprimer après des problèmes juridiques. Il a dressé une liste de noms. 3 d'entre eux vivaient encore dans le quartier. Cette nuit-là, Jason frappe à la porte de la première, Madame Lorraine Baker, 72 ans, veuve, ancienne institutrice. Elle répondit prudemment, les yeux plissés en le voyant. « Je n'achète ni ne vends rien, dit-elle sèchement. Jason sourit doucement. « Je ne suis pas là pour vendre. Je suis là parce que t'est-il arrivé ? C'est arrivé à ma mère aussi. » Son expression s'adoucit. Elle le laissa entrer. Au cours d'un thé, elle a raconté son histoire, comment Malloy l'a accusée d'activités frauduleuses, a saisi les petites économies qu'elle gardait cachées dans sa maison et comment Eastview lui avait proposé d'acheter sa maison à une fraction de sa valeur, promettant un nouveau départ. Elle a refusé. Ils ont riposté. Violation de codes erronés, harcèlement, menaces anonymes. Jason écoutait attentivement, enregistrant avec sa permission. Il a rendu visite aux 2 autres propriétaires. Leurs histoires étaient presque identiques. Le modèle était indéniable. Il ne s'agissait pas d'une confiscation civile qui avait mal tourné. Il s'agissait d'un crime organisé portant un masque respectable. À minuit, Jason avait tout ce dont il avait besoin pour passer à l'étape suivante. Il a crypté les fichiers et les a envoyés à 2 endroits, d'abord à son ancien contact au ministère de la Justice, un enquêteur en qui il avait confiance, ensuite à l'inspectrice Sarah Ruiz. Elle n'avait aucune idée de qui il était, mais elle était sur le point de l'apprendre. Jason a joint un message simple au dossier, « Si vous n'êtes pas l'un d'eux, retrouvez-moi demain. Eastfield Park, midi. Venez seul. » Le soleil se levait à peine lorsqu'il ferma son ordinateur portable et se pencha en arrière, expirant lentement. L'ennemi a été exposé. Et maintenant la pression allait commencer. Le soleil du matin était plus vif que d'habitude alors que Jason Turner se tenait au bord d'Eastfield Park. Il tournait le dos à l'aire de jeu où les rires des enfants se mêlaient au bruissement des feuilles, mais ses yeux étaient rivés sur le parking. Tout son instinct lui disait que cette réunion pouvait mal tourner. L'inspectrice Sarah Ruiz n'était pas une inconnue. Elle pourrait être propre. Elle pourrait être compromise. Ou pire, elle pourrait être un appât. Il ne portait pas d'armes, non pas parce qu'il ne s'attendait pas à des ennuis, mais parce que porter des armes signifiait prévoir de les utiliser.
Et aujourd'hui, il ne prévoyait pas de verser du sang. Pas encore. À 11h59, une berline argentée s'est arrêtée. Une femme est sortie. Trentenaire, peau brune, blazer foncé, pas de partenaire, pas de renfort. Elle se déplaçait comme quelqu'un qui savait qu'elle était observée mais qui n'en avait pas peur. Jason hocha légèrement la tête. Jusque-là, tout va bien. Sarah Ruiz s'est approchée lentement, les mains visibles, les paumes ouvertes. Jason Turner. Il ne répondit pas immédiatement, se contentant d'incliner la tête, attendant patiemment. Elle prit la parole au bout d'un moment. J'ai examiné les dossiers que vous avez envoyés, votre mère, les autres propriétaires, Eastview, Malois et Kesley. C'est pire que je ne le pensais. Elle marqua une pause, le poids de ses mots restant en suspens. Vous n'imaginez pas à quel point c'est dangereux. Jason s'autorisa un léger sourire entendu. J'en ai une assez bonne idée. J'ai vérifié tes antécédents, dit-il doucement. Ruiz croisa les bras, sceptique. Le peu que j'ai pu trouver. Tu n'es pas seulement un fils en quête de justice, a-t-elle observé. Je suis ce que je veux être, répondit Jason fermement. Ce qu'il me faut maintenant, c'est quelqu'un qui soit au cœur du système, quelqu'un qui ne se soit pas vendu. Ruiz hésita, considérant le risque. Vous auriez pu rendre l'affaire publique, les médias, le FBI. Ils auraient enterré l'affaire, retardé les choses, et les responsables auraient eu le temps de brouiller les pistes ou de disparaître. La voix de Jason restait calme, mais avec une pointe d'inflexibilité. Je ne veux pas mettre des années à gagner ce combat. Elle l'observa attentivement. Alors, qu'est-ce qui t'intéresse? La pression. Suffisamment pour les faire transpirer. Les faire craquer. Ruiz expira lentement. Tu réalises que ce que tu me demandes pourrait mettre fin à ma carrière. Le regard de Jason était fixe et inébranlable. Mieux vaut ta carrière que ta conscience. Ruiz resta silencieux un long moment, puis hocha la tête. De quoi as-tu besoin? Preuve. Malois et Kesley agissent comme des agents de la force publique. J'ai des enregistrements, des données financières, des déclarations de victimes, mais j'ai besoin de quelque chose de l'intérieur, journaux de répartition, emails, tout ce qui les relie à Eastview. Je comprends, dit-elle doucement en jetant un coup d'œil vers sa voiture. Mais tu dois faire attention. Ils t'ont déjà remarqué. Malois a posé des questions. Kesley aussi. Et Eastview. Ils ont des gens qui surveillent la maison de ta mère. Jason serra les dents. C'est leur deuxième erreur. Ruiz fronça les sourcils. Quel était le premier? Les yeux de Jason s'assombrirent. Je touche ma famille. Cette nuit-là, Jason passa à l'étape suivante. Il retourna au commissariat, non pas pour s'infiltrer, mais pour alerter. Il attendit le début de la garde de nuit, lorsque Malois et Kesley seraient détendus, sans surveillance. À 2h13 précises, les alarmes du parking du commissariat se déclenchèrent. Les policiers se précipitèrent dehors. Malois les guidait en criant des ordres. Ce qu'ils découvrirent les bloqua net. 4 voitures de patrouille avaient les pneus crevés et leur capot était tagué d'un seul mot, voleur. Sur le pare-brise de la voiture de Malois, une photo était collée sous l'essuie-glace, montrant Malois acceptant de l'argent liquide de Charles Whitmore. Le visage de Malois se vida de ses couleurs. Ses mains tremblaient tandis qu'il arrachait la photo et la froissait. Kesley murmura, incrédule, comment a-t-il pu avoir ça? Malois ne dit rien. Son esprit s'emballait, la peur s'insinuant là où l'arrogance avait jadis pris racine. Jason observait silencieusement depuis l'ombre de l'autre côté de la rue, calculant chaque mouvement. Le message était clair, il ne se cachait pas et il n'avait pas peur. Au lever du soleil, la panique s'était emparée de lui. Malois a appelé Whitmore. Jason a intercepté l'appel grâce au micro installé dans le bureau de Malois. Tu ne m'avais pas dit que ce type était un pro, siffla Malois. La voix de Whitmore resta calme, trop calme. Il essaie juste de te faire peur. Ça marche, rétorqua Malois. Ce n'est pas juste un fils en colère. Il connaît la tactique, la surveillance. Il agit comme un quoi, interrompit Whitmore. Malois déglutit difficilement. Comme les types avec qui on traitait à l'étranger ou des sous-traitants, des agents des services de renseignement. Whitmore marqua une pause, puis ordonna, arrêtez de le traiter comme une nuisance. Occupez-vous-en. Jason se pencha en arrière,
écoutant attentivement. Il ne perturbait pas seulement leur opération, il était désormais dedans. Il les avait fait douter les uns des autres, remettre en question leur sécurité, leur pouvoir et la peur. La peur était son arme. Mais Whitmore n'était pas le seul à ajuster sa stratégie. Cet après-midi-là, Jason retourna dans le quartier d'Evelyn. Il aperçut 2 SUV inconnus garés aux extrémités opposées de la rue. Leurs vitres teintées et leur immobilité prolongée les distinguaient clairement. Il savait reconnaître une surveillance. Il surveillait la maison de sa mère. Il a appelé Ruiz. Ils ont renforcé la surveillance extérieure. Je vais vérifier les plaques, répondit-elle. Non, prévint Jason. Si tu le fais, ils sauront qu'on les traque. Quel est ton plan, demanda-t-elle. Jason observait l'un des SUV avec des jumelles. Un homme à l'intérieur parlait dans une radio. La sécurité privée, pas la police. Il est temps de leur rappeler qui surveille vraiment. Cette nuit-là, il a exécuté la 3e phase. Se glissant dans l'ombre derrière les SUV, profitant de l'obscurité, il a placé des dispositifs de localisation sous les 2 véhicules du même type que celui utilisé sur Malloy. Il a ensuite coupé les conduites de carburant. Rien de catastrophique, juste assez pour empêcher les véhicules de démarrer brusquement si une sortie rapide était nécessaire. Il a photographié les visages des 2 conducteurs.